Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, un malheur survient lors d'une cérémonie d'obsèques dans la capitale de la région du Nord. Un homme a été tué puis jeté dans un puits à Beauclé, dans l'arrondissement de Garotte 3e. Les proches du défunt, en colère, ont mené une vendetta contre les habitants de la localité, une situation maîtrisée heureusement par les forces de l'ordre. Ils unissent leurs forces pour barrer la voie au discours de haine qui prolifère au Cameroun dans un contexte préélectoral tendu. Des patrons de presse rappellent à l'ordre leurs confrères. Selon eux, faciliter la propagation de ces discours dans les médias est une trahison à leur code d'éthique. Dans le cadre des préparatifs de la célébration de la Journée internationale de la femme, les dames sont dans le train des activités entre renforcement de capacités, développement personnel ou investissement humain. Elles multiplient des occupations. Les hommes s'impliquent également pour les accompagner. Le 8 mars. Une dizaine de clubs de football de la MDN Elite menacent de ne pas prendre part à la deuxième phase du championnat. Dans le lot de leurs revendications, le non-paiement des subventions de 2023. Mais le conseil transitoire de football professionnel reste ferme. Aucun justificatif, aucun paiement. Voilà pour les titres. Les obsèques d'un homme assassiné puis jeté dans un puits créent du désordre à Garoua. Lors de la cérémonie, les proches du défunt en colère s'en sont pris aux habitants de la localité de Beauclé, située dans l'arrondissement de Garoua 3e. La descente du sous-préfet et des forces de maintien de l'ordre a permis de ramener le calme. Le récit de Fatima Ndale sur les images de notre correspondante Aïssatou Bouba. Nous sommes dans la partie rurale de Garoua. C'est le 3e arrondissement de la ville. Le reste des habitations détruites nous accueille ici, au quartier Massa, dans la localité de Beauclé. Cette destruction est l'expression de la colère de cette communauté qui soupçonne le décès d'un des leurs. Depuis la nuit du 27 au 28, il n'est jamais rentré. C'est comme ça que nous avons entrepris des recherches. Toute la brousse là, on lasse de rechercher. En effet, le crime n'est jamais parfait, hein, vous voyez. Quelqu'un en passant là a trouvé qu'on a fermé un puits et ce puits dégageait une mauvaise odeur. Ce qui est curieux, ça a été une manœuvre très orchestrée. Quand les sapeurs arrivent, ils trouvent que le corps, quand on a mis le corps, on a mis d'autres déchets et du sable, du gravier. Ouais, c'était une manière d'enterrer le gars et faire oublier le crime. Ce jeune homme serait ici pour assister à ce deuil, alors que lui-même perdra la vie de manière mystérieuse et son corps sera jeté dans ce puits inactif. La communauté des jeunes disparus s'est ruée sur ces maisons car les habitants ont pris la fuite pour le village de Sanguéré-Paul, situé à une dizaine de kilomètres. Mais on ne sait pas avec qui, avec un ennemi invisible qui aurait été le bourreau de ce garçon qui est décédé. Les enquêtes ont été ouvertes par le procureur de la République et délivrer très certainement, n'est-ce pas, le résultat. Le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 3, accompagné des forces du maintien de l'ordre, ont ouvert une double enquête afin d'établir les responsabilités de ces derniers événements dans cette localité jusqu'ici réputée de paisible. Le barreau du Cameroun absent des tribunaux pendant 3 jours. Mot d'ordre du bâtonnier de l'ordre pour manifester l'indignation des avocats, victimes récurrentes d'actes de violence perpétrés par les forces de l'ordre. Ambiance à la cour d'appel du centre et quelques cabinets d'avocats dans ce reportage de Joël John 3, Constant Kamga, Jean-Bernard Tagny. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mot d'ordre de non-port de la robe et de non-fréquentation des cours et tribunaux lancés par l'ordre du barreau des avocats du Cameroun a été respecté ici à la cour d'appel du centre. Ce 6 mars, les portes de la salle des avocats restent closes. Sur ces images amateurs, toujours pas l'ombre d'un homme en robe noire, hormis quelques greffiers. De l'une de nos sources,
nous apprenons que seules les audiences sans avocat constitué se déroulent. Mais les affaires devant être connues par des avocats sont purement et simplement renvoyées à la demande des clients pour absence de leur conseil. 2 jours déjà que les avocats ont déserté les cours et les tribunaux pour manifester leur mécontentement face aux actes de barbarie et de violence qu'ils subissent, commis par les forces de l'ordre. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Maître Amongwa à son cabinet, tenu décontracté de rigueur. Depuis hier, sa robe est restée suspendue sur ce cintre. J'avais un dossier à Kounou, j'avais un autre dossier même qui devait se passer au centre administratif. Et avec certaines diligences, je ne suis pas parti. Même mes clients m'ont appelé le matin, j'ai dit non, je suis en greffe. Il faut que je respecte ces greffes. C'est important parce que ça touche à l'intégrité de ma profession, de ma personne même. Pour Maître Tamfou, qui a été victime de l'usage de la force, alors qu'il ne voulait que faire respecter les droits de ses clients, il se réjouit de ces 3 jours de grève décidés par le Conseil de l'ordre. Il était temps que ce message du barreau puisse sortir des tiroirs, que des résolutions fortes soient prises pour que plus jamais ça et qu'on ne voit plus ces images très désolantes qui ternissent l'image du Cameroun. 48 heures déjà que le bon déroulement de la justice est fortement perturbé. Un message fort de la part de la corporation des avocats. C'est le 2e jour de grève des avocats et à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, les hommes en robe noire suivent le mot d'ordre du bâtonnier. Aucun d'eux n'est visible dans les salles d'audience. On voit cela dans cet élément de nos correspondants Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. À l'ouest, au palais de justice, les audiences dans les tribunaux ne sont pas paralysées malgré l'absence des avocats. Seulement plusieurs dossiers constitués par ces derniers renvoyés pour la plupart. Je venais pour mon audience ce matin, mais curieusement, je constatais l'absence de mon avocat. J'étais obligé de me présenter à la. Bon, surtout que c'était la première fois, j'étais un peu frustré. Donc là, ça s'est bien passé, l'audience a été renvoyée pour un date du 3 avril. Parce que je traverse depuis, on renvoie. Les justiciables ici arrivent à l'audience régulièrement comme à l'accoutumée, en l'absence de leurs conseils pour suivre leurs affaires. Les collaborateurs réconfortaient les clients. Les affaires se déroulent dans les normes, dans les règles de l'art. Ça veut dire que les audiences civiles sont passées ce matin et les affaires correctionnelles vont emboîter le pas. Donc il n'y a pas de heurts malgré le fait que les avocats ne soient pas au barreau. Les avocats en grève protestent contre les mauvais traitements de la part des forces de sécurité. Ils ont décidé de ranger les robes noires pour une durée de 3 jours. Dans l'actualité également, le personnel féminin du groupe Canal 2 dans le bain de l'investissement humain ce jour au marché Ndokpassi à Douala dans le cadre des préparatifs de la Journée internationale de la femme. Armées de matériel de nettoyage, elles ont contribué à lui offrir un visage plus reluisant au grand bonheur des commerçantes. Les détails avec Titi Freeman et Armand Pagna. La Journée d'investissement humain des Amazones du groupe Canal 2 débute par un rassemblement à la mairie de Douala 3e, ce 6 mars 2025. Elles reçoivent sur place les outils et équipements nécessaires pour la tâche, offerts gracieusement par le maire. Et c'est en cortège qu'elles rallient le marché Ndokpassi, site de travail choisi pour l'occasion dans le cadre de leurs activités liées à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Armées de râteaux, brosses, pelles, gants et autres matériels, elles balaient, ramassent et nettoient les artères du dit marché. Nous avons eu l'occasion de démontrer que la femme, ce n'est pas uniquement à la maison, ce n'est pas uniquement à la télé, mais c'est également se retrouver dans la peau de ceux qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'hygiène et la salubrité. Moi personnellement, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici au marché de Ndokpassi ce matin et j'espère que des occasions comme celle-ci vont se multiplier pour nous permettre davantage d'être plus près de nos téléspectateurs. Entre Canal 2 International et la mairie de Douala 3e, c'est une collaboration qui date depuis plusieurs années et pourquoi pas pour la semaine consacrée à la femme de choisir cette commune qui est très proche des populations. On dit merci d'ailleurs au maire Bossambo qui a accepté de nous fournir du matériel, tout l'équipement nécessaire pour nous permettre d'aller vivre leur réalité sur le terrain. L'opération d'assainissement du site est en accord avec le programme du jeudi, jour de propreté dans la ville. Pour les accompagner,
Le maire himself passe à l'action. À Douala en général et à Douala 3 en particulier, le jeudi, on arrête de travailler pour faire de la propreté autour de soi. Nous bénéficions aujourd'hui d'un renfort assez spécial, celui des femmes de Canal 2. On ne pouvait qu'accepter ce coup de main de cette main d'œuvre bénévole de Canal 2. On leur demande de continuer, de ne pas arrêter cette activité au 8 mars, de continuer à faire ce travail, pas seulement à Douala 3, mais partout où chacune d'elles réside. Cette initiative du groupe Canal 2 est également saluée par les commerçantes du marché. Ils sont vraiment fiers d'eux, vraiment de venir mettre notre marché dans la propreté. Ils sont fiers. Beaucoup de courage aux femmes de Canal 2. Je dis merci à toutes les femmes de Canal 2, que le Seigneur les bénisse et les comble au centuple. Au terme des près de 2 heures de travail intense, le marché affiche fière allure. Une parfaite illustration de la proximité de la chaîne verte avec les populations camerounaises. En guise de renforcement de la relation entre la mairie de Douala 3e et le Canal 2 International, un cocktail d'amitié a été offert par Valentin et Poupa. Et face à la montée inquiétante de la consommation des stupéfiants chez les jeunes, les femmes de la Sûreté nationale prennent les devants. Ce 6 mars, elles ont investi le collège adventiste d'Odia pour une campagne de sensibilisation sur les ravages de la drogue en milieu scolaire. Une initiative forte inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes qui témoigne de leur engagement à protéger et à éduquer la jeunesse camerounaise. Plus de détails avec Claude Audrey Mbala et Raoul Ngoufo. Drogue, nicotine, cigarettes électroniques et autres substances nocives figurent parmi les nombreux fléaux qui menacent l'éducation et la santé en milieu scolaire. Conscientes de ces dangers, les femmes de la Sûreté nationale sensibilisent ici les élèves du collège adventiste de Nlongkak sur les méfaits des substances illicites et leurs conséquences sur leur avenir. La jeunesse étant le fer de lance de la nation, il importe à l'administration tout entière de l'accompagner dans des politiques nationales d'éducation de nos jeunes élèves afin que nous ayons demain un Cameroun, des Camerounais sains pour un Cameroun sain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions menées par la Sûreté nationale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Une opportunité pour la police de réaffirmer son engagement en faveur de la protection et de la sécurité des jeunes filles en milieu scolaire. La gente féminine de la Sûreté nationale, en tant qu'éducateur, en tant que mère, en tant même que responsable de venir accompagner le collège adventiste et au-delà, nous savons que les médias vous allez porter. Ça va même porter partout dans le monde. Les élèves du collège adventiste de Nlongkak bénéficient également des conseils pratiques pour résister aux pressions et aux influences susceptibles de les entraîner dans la consommation de drogue. Non seulement après l'exclusion, nous devons les suivre pour les amener justement à détecter comment est-ce que il faut reconnaître que son camarade consomme de la drogue, comment éviter, quelles sont les conséquences. Une action de prévention essentielle visant à lutter contre l'usage des stupéfiants et à préserver le bien-être moral, physique et psychologique des jeunes en milieu éducatif. Surveiller le ciel, prévenir le drame, réagir avec célérité. Le Cameroun franchit une nouvelle étape dans la sécurisation de son espace aérien avec l'inauguration du centre secondaire de recherche et de sauvetage, un investissement de près de 746 millions de francs CFA pour doter le pays d'une infrastructure capable d'assister des aéronefs en détresse et coordonner les opérations de sauvetage. La cérémonie officielle d'inauguration a eu lieu à Yaoundé sous la présidence du ministre des Transports en présence du secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Les détails dans ce reportage d'Arnaud Gueffak et Lung Vanda. Ici se lève une promesse, un phare qui s'allume dans l'immensité aérienne du Cameroun, en présence du secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. L'autorité aéronautique n'a pas lésiné sur les moyens. 746 millions de francs d'investissement pour cette nouvelle armure.
Le directeur général, maître d'ouvrage de cette ambition, la considère comme une vitrine technologique, un bastion de sécurité, mais surtout un garant de réactivité avec des missions précises. Déclencher les opérations de recherche et sauvetage des aéronefs en détresse, d'assurer la direction des opérations SAR, d'apporter assistance aux aéronefs en détresse, d'assurer la coordination des opérations de sauvetage, de s'assurer que les moyens d'intervention, de recherche et sauvetage disponibles sont suffisants et opérationnels. Désormais, le Cameroun dispose d'un poste avancé pour surveiller et agir selon le besoin dans son ciel, où hier encore le doute pesait plus que la certitude. L'ouverture de ce centre marque une étape cruciale pour notre pays, nous permettant de nous aligner sur les standards internationaux en matière de recherche et de sauvetage. C'est un bond vers l'avenir. L'avenir justement, ce mot que l'aviation porte dans ses ailes, car l'essence du vol, c'est d'aller de l'avant. Mais entre la promesse et la réalité, il y a parfois la turbulence de l'inaction et l'orage de la négligence. Le Cameroun s'est doté d'un gardien de son ciel. Il lui reste à s'assurer qu'il ne dorme pas au poste. Dans l'actualité également, les discours de haine connaissent une montée inquiétante au Cameroun. Le phénomène est de plus en plus entretenu dans les médias à travers ce qu'on appelle les entrepreneurs de la haine et du tribalisme. Comment en sauver le Cameroun et quelle est la responsabilité des médias? Tentative de réponse avec Junior Roussin. Crise tribale au Cameroun, entretenue par les discours de haine et le tribalisme. Pour les spécialistes des médias et sociologues, cela est impensable. Il y a une crise de gouvernance et c'est cette crise-là qui alimente ce qui convient d'être appelé aujourd'hui les discours de haine et tout le reste. Ces discours de haine et ce vent tribal qui se développent dans les médias au pays restent le produit de ces outils de communication de masse qui, à eux seuls, détiennent les forces pour y mettre fin. Un président qui sait que le journaliste a une responsabilité sociale, une responsabilité vis-à-vis de la société. Dans leurs écrits, ils doivent simplement éviter d'étiqueter, par exemple, de ne dire que ce qui est, en évitant de montrer du doigt, par exemple, une profession, montrer du doigt une communauté ethnique ou religieuse. Il faut alors sauver le Cameroun de cette haute gangrène qui s'entretient dans la presse camerounaise. Mais comment? Pour résoudre ce problème, il faut juste éduquer ces modèles qui sont dans les médias et trouver une véritable ligne de communication qui va exister, qui porte les messages, plutôt les messages de paix. Conscient de cela, 16 directeurs de publication viennent de signer une tribune pour sensibiliser les journalistes, les entrepreneurs de la haine et les pouvoirs publics sur les dangers que le Cameroun court si rien n'est fait dans l'urgence pour éviter que le pays se déchire, souligne la une du journal La Nouvelle Expression paru ce jeudi 6 mars 2025. Les discours de haine qui ont pris de l'ampleur après l'élection présidentielle de 2018 ont conduit à une érosion sociale sans précédent. Face à ce fléau et l'urgence d'agir, les associations montent au créneau pour inverser la tendance. Diagnostic du mal et action dans ce reportage de Joël Diom 3 et Samuel Bakissé. Les discours de haine ont de multiples facettes, aussi blessantes et hideuses les unes que les autres, mais avec un espace d'expression privilégié. La haine tribale a pour premier terroir fertile les réseaux sociaux et des personnes affirmées qui laissent diffuser des publications non seulement à de la violence, à de la haine, qui poussent les communautés à se détester. Dans le cadre de son association Global Sustainable Connection, Joséphine Eliane a tenu à diagnostiquer la source du discours de haine qui pollue l'espace social. Il y a un problème de précarité qui sévit au Cameroun. Il y a un problème de pauvreté qui frustre les jeunes et parfois ces jeunes sont portés vers l'extérieur via l'immigration clandestine et puis là-bas, parfois, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Et ils s'érigent en groupe et commencent à faire ce que nous connaissons dans l'actualité. Conscient de la fracture sociale créée par cette gangrène, les actions se mettent en place. La lutte contre la haine tribale passe par l'éducation
la sensibilisation et l'action communautaire, combattre des stéréotypes et promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble. Mais face aux dégâts et à l'ampleur du mal, la simple sensibilisation s'avère infructueuse. Aller au-delà de la sensibilisation, poser des actes qui vont restaurer la confiance, c'est ouvrir les opportunités davantage aux jeunes, toucher le problème de la précarité, en déverrouillant l'âge des concours à 40, pourquoi pas. Tordre le cou au discours de haine et la fracture sociale qu'ils occasionnent nécessite une action concertée de tous. Les citoyens rencontrés dans la ville de Douala condamnent ces discours haineux et replis identitaires qui gagnent du terrain au Cameroun. Ils martèlent que le Cameroun reste un pays un et indivisible. On les écoute dans cet élément de Laurent Durto. Les discours haineux, c'est une très mauvaise chose. C'est contraire à l'esprit républicain. L'espace public camerounais est aujourd'hui le théâtre d'une inquiétante recrudescence des discours de haine et des replis identitaires. Face à cette dérive, les citoyens rencontrés ce matin exprimaient avec force leur désarroi et leur profonde préoccupation. Je suis nordiste, précisément de Maroua. Pour moi, je ne trouve pas un problème à cela. Que ce soit Bamleke, que ce soit Baminda, que ce soit Baf, tout ça là, nous tous nous faisons qu'un. Donc déjà moi je suis marié d'abord à une chrétienne qui est Bassa. Donc je ne vois pas là où il y a un problème, quoi que ce soit. Le Cameroun devait savoir que actuellement on n'a pas besoin de séparer un truc ou bien non. C'est de s'unir et puis faire un. C'est ça le plus essentiel. Donc vive l'ethnie et vive le Cameroun. Le doigt accusateur est promptement pointé vers la classe politique, trop souvent perçue comme l'instigatrice de divisions exacerbées dont les racines remontent aux élections présidentielles de 2018. Et il faut remarquer que ces discours haineux arrivent régulièrement en période de présidentielle, en période électorale. Parce que c'est le bon moment choisi par l'Occident pour injecter leurs mains dans nos affaires. La richesse de notre diversité ethnique et la promesse d'une cohabitation harmonieuse devraient en principe constituer les fondements de notre vivre ensemble et de notre cohésion sociale. Je disais vraiment le Cameroun. Ces choses, on a commencé à comprendre ces choses après 2011. Parce que même en 92, 93, où j'ai fait l'université, c'était difficile de comprendre que c'était les Bamileke, celui-ci et ceci, c'était difficile. L'État camerounais se déclare résolument déterminé à agir afin de prévenir et de réprimer toute forme de dérive susceptible de compromettre la paix et l'unité nationale. Parlons de culture à présent. La deuxième édition du festival de jazz et des musiques actuelles du Cameroun se prépare. Réuni ce jour à Douala, le comité d'organisation a donné une conférence de presse pour dérouler le programme des activités de cet événement. Entre talk, ateliers, résidences de création et concerts, les mélomanes et amoureux de la culture auront de quoi s'épanouir pendant 3 jours. Aruna Zira, Henri Tinda, reportage. Telle une œuvre musicale, la deuxième édition du FEJAMAC est en cours de production. Le comité d'organisation en mode studio associe les notes qui feront vibrer cette autre édition. Les mélomanes et amoureux d'art auront droit à diverses activités pendant 3 jours. On aura de l'authenticité. On va être authentique dans la programmation, on va être authentique dans la mise en scène, dans la programmation en général, les talks, les ateliers. On va être authentique dans tout ce que nous allons proposer pour le magnifique public qui va venir soutenir le mouvement Camer Jazz que nous sommes en train d'implémenter aujourd'hui au Cameroun. Le festival de jazz et de musique actuelle du Cameroun vient penser les plaies d'un style musical délaissé. On ne veut pas nous mettre dans une case, on ne veut pas nous cataloguer comme on catalogue tout le monde. On m'a mis dans une catégorie à West Madiko, Richard, Bona, tout ça. C'était world music, c'est ça qu'on appelait ça. Pourtant, tous ces gens font un style bien particulier qui s'appelle le Camer Jazz en réalité. Manu Dibango fait le jazz de la façon camerounaise. Richard, Bona, Etienne Babel, tout ce qu'on connaît. Et quand on arrive dans les médias, on dit non, Amambia, on écoute parce qu'il joue la musique des riches. Et effectivement, parce que dans nos têtes, cette musique est sollicitée plus par l'étranger qui peut-être comprend mieux ce qu'on fait.
Il y a Camer dans jazz, Camer jazz, jazz made in Camer, mais c'est la problématique en fait dont nous souffrons, c'est que nous manquons d'espace de diffusion et d'expression localement dans notre propre pays. Du 14 au 16 mars, la ville de Douala va vibrer au rythme du Camer jazz. Sur la scène, de nombreux artistes vont se succéder, tels que Queen Itemi, Armand Biyak, Hervé Guibo et le groupe Gel Wandje Karted, les têtes d'affiche de la 2e édition du Festival des jazz et des musiques actuelles du Cameroun. Et la cérémonie officielle de remise des clés du Palais de la Culture a eu lieu hier en présence de plusieurs personnalités à Douala. Une cérémonie qui vise à rehausser le lien sacré entre le peuple sawa et les autres cultures vivantes de la ville. Je vous propose de suivre cet élément de Junior Ossin et Marius Kosso. Tout d'abord, la clé du palais de la culture sawa est remise. Elle est ensuite brandie vers le ciel et enfin présentée au peuple par le président en exercice du Ngondo. Cet acte de remise officielle des clés de cet édifice à l'Assemblée traditionnelle du peuple sawa, Longondo, est mené par l'exécutif communautaire de la ville de Douala. Il s'agit aussi de rappeler aux uns aux autres que la communauté urbaine a agi comme maître d'ouvrage délégué. Donc il fallait que nous remettions au maître d'ouvrage principal les clés. Le palais de la culture sawa, désormais emblématique, a pour vocation de réhabiliter, restaurer, préserver, pérenniser et promouvoir la culture sawa ainsi que celle plus composite et inclusive de la ville de Douala. Ce bâtiment est doté pratiquement de tout. Vous avez le réseau télévision, réseau électrique, vous avez un réseau téléphonique, informatique, sonorisation, tout est là-dedans. Comme vous avez aussi la rivière artificielle dehors que nous avons un peu pris avec ce qui se passe à Dubaï. Pour rappel, le palais de la culture sawa a une superficie de 1700 mètres carrés, soit un coefficient d'occupation de sol d'environ 34%, ce qui obéit aux règles architecturales. Parlant de sport à présent, le secrétaire général du Conseil transitoire de football professionnel vient de trancher après les menaces du collectif des présidents de clubs qui ont annoncé l'arrêt du championnat en cas de non-respect d'un certain nombre de revendications. Pour Faustin Bida, s'il n'y a pas de justificatif, les clubs n'auront pas de subvention. Je vous propose de suivre cet élément de Mathieu Fangua. C'est sur un ton ferme et presque martial que le secrétaire général du Conseil transitoire du football professionnel a pris la parole pour clarifier la situation et botter en touche les menaces du collectif des présidents de clubs de l'élite. En ce qui concerne la subvention qui est liée à l'appui de nos partenaires, certains clubs ont commencé à recevoir cela. Les clubs le savent très bien, cette subvention, et c'est ça que le président de la fédération comme nous a dit, cette subvention est uniquement liée pour l'appui au salaire. Certains clubs qui ont justifié ont commencé à bénéficier. En début de saison, nous avons payé MTN Elite 1, nous avons entamé avec MTN Elite 2, donc je pense que dès qu'ils ont rempli tout cela, dès qu'ils ont justifié, les paiements vont continuer. Sur la question de l'allocation des stades et de la grille de répartition des recettes, il est impossible de revenir à l'ancien système pour le bien des clubs. Nous nous sommes assis à la suite des stades où il y avait des problèmes avec l'ONIAS, où les stades étaient un peu chers. Nous avons estimé que les stades étaient chers et nous nous sommes assis avec les présidents de clubs et la Fédération camerounaise de football. Nous avons arrêté une grille de répartition des recettes et dans cette grille-là, il était question que les clubs pouvaient mettre à disposition des stades. Et il y a des clubs qui ont des stades. Je prends le cas du stade Renard. Et maintenant, en ce qui concerne effectivement, toujours au niveau de la répartition des recettes, aujourd'hui, là, je pense que les clubs sont satisfaits parce qu'à la fin de chaque rencontre, les clubs rentrent avec une bonne cagnotte. La grille de répartition des recettes est appliquée. Mais nous dire de revenir à l'ancienne grille de répartition des recettes, mais vous-même, vous comprenez que cette ancienne grille-là, ce n'est pas le NIES qui gérait les stades à cette époque-là, c'était le ministère. Pour Faustin Bida, le championnat se poursuit sereinement et rendez-vous est pris pour ce dimanche pour les différentes rencontres de la 15e journée au stade militaire de Yaoundé avec les affiches Canon Union et Colombe Panthère entre 14h et 18h.
Entrepreneuriat féminin, SCB Cameroun et le Club Afrique pour le développement du groupe Attijari Wafa Bank demeurent fidèles à leurs engagements. La ville de Douala a accueilli la 3e édition du programme Soufawe, une plateforme de partage d'expériences entre femmes d'affaires et mobilité estudiantine. Le directeur général de EC Montréal en visite officielle à BEM Douala. Il est venu présenter aux élèves et étudiants le programme de formation offert par son institution. C'était au cours d'une conférence publique qui s'est déroulée dans la ville de Douala. Et hier encore, sous l'égide de la Banque Atlantique et Atlantique Assurance, le paysage financier camerounais naviguait sur des eaux connues. Aujourd'hui, avec un rebranding stratégique et audacieux, AFG Banque et AFG Assurance s'affirment comme les nouveaux porte-étendards d'un empire financier en pleine expansion. Naomi Mbakam, promotrice d'une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire infantile, reçoit le trophée Sofawe Cameroun 2025. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des figures de pro de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous d'encourager d'autres femmes qui ont des idées, qui ont des visions, qui ont des rêves. Je suis partie de rien, comme je dis souvent, avec un capital de 1500 francs. Et aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une entreprise qui fait les petits pots et des bouillies infantiles pour bébés de 6 mois à 36 mois. À Douala, les 20 et 21 février 2025, la 3e édition du programme Stand Up for African Women Entrepreneurs a fait carton plein. Entre masterclass et partage d'expériences, rencontres d'affaires et opportunités d'investissement, cette initiative du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank vise à faciliter les échanges entre entrepreneurs du secteur privé d'une part, entrepreneurs et institutions d'autre part. Donner l'appétit et catalyser l'opportunité d'investir, de créer des emplois et de créer de la valeur, à savoir des services d'information de qualité, parce qu'on sait que chez nous en Afrique, le problème d'information fiabilisée et en temps réel, c'est un problème important. Et on a également un service d'accès à des appels d'offres en temps réel dans 50 pays du continent. Donc c'est vraiment quelque chose que les entreprises apprécient beaucoup. Au niveau de la ZLECAf, dans l'architecture juridique même de la zone de libre-échange continentale, nous avons un protocole qui a été adopté. Si nous voulons réaliser nos objectifs en matière de développement durable, nous ne pouvons pas faire sans les femmes et sans les jeunes qui aujourd'hui vraiment font montre d'une innovation particulière, d'une résilience. Il faut promouvoir le Made in Africa. Il faut surtout encourager la femme dans l'entrepreneuriat. SCB Cameroun l'a compris au travers de sa large gamme de financements octroyés au sein de son institution. J'espère qu'on aura, par ce 3e événement, démontré notre implication auprès des femmes, des dames, pour les aider à entreprendre au Cameroun. Et maintenant, nous sommes très contents d'être en vol de croisière en quelque sorte. Le gouvernement camerounais, ici représenté par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, s'engage à toujours accompagner les femmes dans leurs différents projets d'affaires. Ce que j'ai vu, ce que j'ai suivi donne espoir. Ça fait savoir, ça fait comprendre que les femmes camerounaises ne sont plus ce qu'on pensait. Les femmes camerounaises ont décidé de prendre le devant. Les femmes camerounaises mènent la bague pour la promotion du secteur privé et bien entendu pour tirer et jouer le rôle du moteur de la croissance économique du Cameroun. Le programme Stand Up for African Women Entrepreneurs, ce sont des sessions de mentoring et de coaching, des rencontres B2B, des encouragements et des récompenses, une série d'activités avec pour fil conducteur Made in Africa et ZLECAf, une autoroute d'opportunités pour les entrepreneurs. Offrir à la jeunesse camerounaise un programme de formation de qualité, telle est la vision,
de l'Institut supérieur BEM Cameroun, dans le but de bâtir des managers audacieux et des leaders à la hauteur des enjeux de l'économie globale. Il faut collaborer avec les meilleures écoles supérieures. D'où la présence au Cameroun du directeur général de HEC Montréal, l'une des grandes écoles canadiennes. La présence du directeur général, que nous remercions au passage, est un grand honneur pour nous et pose les jalons d'un partenariat fécond. Je suis convaincu que d'ici l'année prochaine, nous aurons l'opportunité d'envoyer dans le campus de HEC Montréal de jeunes Africains, de jeunes Camerounais qui auront ainsi l'occasion d'être diplômés de HEC, qui vont à coup sûr assurer leur insertion dans la vie active. Bachelor en administration des affaires et en communication, master en gestion des projets et en commerce international, des programmes offerts à BEM Cameroun et qui sont en partage avec HEC Montréal. C'est un parcours extrêmement riche, avec une portion ici à Douala. Ensuite, on sort de sa zone de confort, on arrive à Montréal, on est mélangé dans des groupes avec des gens partout à travers le monde, dans un programme de grande qualité qui est vraiment tourné sur l'employabilité, la bienveillance et qui va faire en sorte qu'on pourra former l'élite de demain. La conférence de présentation des programmes le jeudi 27 février 2025 dans la ville de Douala a été une occasion pour BEM Cameroun et son partenaire académique de rassurer élèves, étudiants et parents quant aux opportunités de mobilité estudiantine. C'est fantastique d'abord l'accueil de mon partenaire BEM, tellement chaleureux, les étudiants, étudiantes, des questions pertinentes, des gens extrêmement polis qui ont beaucoup fait en sorte que ce fut un échange extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Reconnue comme l'une des meilleures business schools d'Afrique noire francophone, BEM Cameroun propose des formations initiales et en continu, opérationnelles depuis 2023. Les inscriptions au campus de Douala se poursuivent. C'est un vent nouveau qui souffle sur le secteur bancaire et assurantiel camerounais. Banque Atlantique et Atlantique Assurance changent d'identité pour devenir AFG Banque et AFG Assurance. Un rebranding stratégique qui marque une nouvelle ère pour cet acteur majeur de la finance en Afrique. Cette transformation est le symbole d'une ambition affirmée d'un groupe qui choisit le Cameroun comme point d'ancrage et moteur de son expansion panafricaine. Aujourd'hui, s'il y a une nouvelle ère dans le secteur bancaire pour le groupe Atlantique, cette nouvelle ère, elle est plus camerounaise qu'ivoirienne. Historiquement ivoirienne, mais aujourd'hui, l'histoire d'Atlantique devra compter avec le fait que c'est autour de la Banque Atlantique que a pu se reconstituer une famille recomposée de banques rachetées à des anciens groupes internationaux, de nouvelles banques constituées. Et donc voilà, aujourd'hui, le groupe représente à peu près 15 institutions financières, aussi bien dans la banque, l'assurance et la microfinance. AFG Assurance ambitionne d'élargir son offre pour mieux couvrir les risques et garantir une protection optimale. Avec 22 agences, plus de 138 000 clients actifs et des solutions digitales avancées, AFG Bank, elle, s'impose comme un acteur incontournable du paysage bancaire. Le ministre des Finances salue une collaboration fructueuse entre l'État et cette institution, soulignant son parcours remarquable. Le gouvernement ne peut que louer cette trajectoire et se féliciter de l'orientation résolue du groupe en ce qui concerne la fourniture des solutions de crédit et des assurances aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers. Tout comme il apprécie la participation du groupe aux opérations d'émission de titres publics. Grâce à cette collaboration, le niveau de mobilisation des financements du Trésor public auprès des marchés financiers et monétaires s'est accru, permettant ainsi d'accompagner l'État dans le financement du budget. Innovation, engagement et résilience sont des valeurs qui guideront cette transformation. Aujourd'hui, Atlantic Financial Group ne se contente pas d'un simple relooking. Il change de peau, de stature et surtout d'ambition. Il reste différent des autres, avec des détails de grandeur. Un personnel très compétent, un personnel à l'écoute
de ses clients. Nous avons financé des projets aussi stratégiques que le plan d'urgence triennal, 190 milliards entièrement remboursés par l'État du Cameroun. Et nous allons sur des projets encore plus importants pour l'année 2025. Un nouveau départ sous le signe de l'excellence financière. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve lundi prochain parce que demain, les femmes prennent les commandes des antennes sur Canal 2 International. Une programmation inédite avec Barbara Etoile, légende de la télévision camerounaise, en rédactrice en chef du jour et donc coordonnatrice de toutes les rédactions. À partir de 6h30, Canal Matin sera présenté par Morindi et Delphine Foncoutiné. À la revue de la presse, vous aurez Ernestine Moukela, Flash Info, Gladys Ambo. À la revue littéraire, Elisabeth Ngaoum. La page culture sera assurée par Aruna Zira. Le sport, Leslie Poumetia, invité Alvin Tanier, Paul Chamani et Monica. À 10h, Nous chez vous, présenté par Christabel Ayouni et Oufeya Kwemo, avec une équipe 100% féminine. À 13h, journal bilingue, co-présenté par Patricia Naoussi et Béatrice Ngamo. À 17h, C'est comment, présenté par Monique Naoussi, avec ses chroniqueuses Monica, Inès Ondouambala, Elisabeth Ngoum, Aline Fomete. Et à 18h15, le journal en anglais présenté par Saleh Sherifa. 18h40, débrief sport présenté par Patricia Kei. Et à 19h50, le grand journal présenté par Lille Piedjou avec un important dossier sur les modes de production au féminin, avec une journée donc exceptionnelle coordonnée par Barbara Etoile pour célébrer les femmes qui vont faire vivre le contenu de Canal 2 International. À lundi.